Eh bien, bonjour à tous, nouveaux et anciens youtubeurs. Heureux de vous retrouver après ce délai un peu long en raison de problèmes techniques et du confinement. Donc, après avoir zoomé sur les façons dont l'État allait nous faire les poches, je vous invite à imaginer pourquoi vous allez avoir de bonnes raisons de vous révolter et les risques de précarité et de baisse du pouvoir d'achat important qui nous guettent. Cela pendant que le monde va probablement subir une pénurie alimentaire sévère. Donc, pour ne pas perdre trop d'abonnés en route, je vais essayer de ne pas faire trop long. Et donc, cette vidéo est le résumé d'un papier qui est publié sur le Café du Commerce de la 25e heure, et donc qui, lui, est parfaitement documenté, référencé, et bien plus long que ce que je vais vous dire. Pourquoi le Café du Commerce de la 25e heure? Eh bien parce que, ma foi, on a laissé passer la 23e, celle où on pouvait encore changer les choses. Et donc, aujourd'hui, on se dirige vers autre chose. L'inconnu, mais pas tant que ça, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a forcément des phénomènes que l'on va pouvoir retrouver, mais on reviendra là-dessus à la fin. Je n'ai toujours rien à vous vendre, surtout pas de la peur. Je ne fais pas non plus de la boule de cristal. Et de toute façon, devant la multitude des scénarios qui existent, j'ai arrêté de faire de la prospective dans les règles de l'art avec l'évaluation des pourcentages de probabilité et autres. Aujourd'hui, je regarde les faits, et à partir des faits, j'essaye d'imaginer des futurs possibles. Je me contente néanmoins d'essayer de prendre plusieurs angles et plusieurs prismes pour éviter de tomber dans la pensée commune qui nous emmène souvent vers des erreurs. Donc, comme l'analyse chartiste pour les traders, c'est pas parce qu'il y a un scénario probable qui se dessine qu'il va avoir lieu. Donc, on fait attention, néanmoins, quand les faits sont là, eh bien, il faut les constater, il faut les prendre en compte, et on peut pas faire l'économie de se poser les questions. Donc, c'est un peu... je me permets la même liberté de parole quand à un moment, j'ai dit, à propos des Gilets jaunes, mais toujours en tant que simple observateur, que cette jacquerie, dont le fondement était juste et qui avait tout pour réussir, ne pouvait que merder parce qu'ils s'y sont pris comme des manches à un moment. Donc encore une fois, ça n'a pas valeur de jugement, je regarde, je constate, et puis derrière, on voit ce que ça peut donner. Donc par principe, vous savez que je m'interdis les commentaires médicaux, puisque je ne suis pas médecin et vu mon âge, il y a peu de chances que je le devienne. Donc les faits d'aujourd'hui sont quoi? Eh bien, à ce jour, on a 11,3 millions de chômeurs partiels, qui coûtent une fortune, que l'on n'a pas d'ailleurs, à savoir 24 milliards de dollars, dont 7,7 rien que pour l'UNEDIC. Mais chômage partiel qui aujourd'hui est rémunéré à hauteur de 84% du net, mais qui va évoluer au mois de juin pour passer à 50% non plus du net mensuel, mais du journalier. Donc je ne sais pas ce que ça va faire comme montant, mais il est évident que ça va faire moins d'argent. Et certes, il faut renvoyer les gens au travail, mais on va mettre beaucoup de gens dans la précarité. On peut comparer les pays hyper centralisés, en sachant que Paris et Lyon représentent 50% de la production économique française. Donc il va peut-être être temps de se poser les vraies questions sur la nécessité d'une vraie régionalisation, ou du moins décentralisation, et peut-être qu'on pourrait remettre en cause tout simplement le pognon dingue, comme diraient certains, qu'on est en train de mettre pour constituer le Grand Paris, alors qu'aujourd'hui, la logique serait plutôt à la décentralisation. Donc, nous allons probablement continuer de nous ruiner en soutenant Air France, qui est déjà cliniquement mort depuis quelques années, tout comme on va rajouter 3 milliards dans le gouffre de la SNCF. Un grand nombre de TPE et de PME ne se relèveront pas, dont certaines en raison d'une part des impayés de la part des grands groupes qui s'en servent, qui jouent avec ça de façon stratégique, mais également avec les délais de paiement et de remboursement du chômage partiel de l'État, avec toute la technostructure habituelle. On va pas revenir là-dessus. En revanche, les Français ont économisé à peu près 60 milliards d'euros pendant cette période de confinement.
Le budget restaurant moyen, encore une fois, est de 250 € par mois. Mais à côté de ça, une bonne partie des foyers ont vu leur pouvoir d'achat baisser. Et une note de l'INSEE, pareil, parue lundi, estime que 33% des dépenses générées vont être économisées, ce qui va représenter 100 milliards d'euros d'ici septembre. 100 milliards d'euros qui vont être parfaitement saisissables par les banques, puisque ces 100 milliards d'euros économisés, entre guillemets, des économies forcées, se trouvent aujourd'hui sur les livrets A, sur les comptes courants, sur les assurances-vie, tout ce qui est parfaitement saisissable, comme on l'a déjà évoqué. Et pendant ce temps-là, voilà ce que l'on observe. Les 35 heures oubliées, les gilets jaunes oubliés, la grève des cheminots oubliée, la nécessaire réforme des retraites oubliée également, la dette, c'est nos problèmes maintenant, l'immigration à outrance oubliée, les fichiers S oubliés, le terrorisme oublié, même s'il y a eu un attentat déjoué depuis le début de l'année apparemment, nos soldats au Mali oubliés, on a perdu 2 soldats cette semaine, dont un légionnaire qui est mort en opération lundi. La Syrie oubliée, les vendredis récréatifs de Greta oubliés, l'Europe mort clinique, par inutilité probablement, mais ces sujets sont toujours présents. Et notamment, on en prend un au hasard, les 130 détenus radicalisés, libérables, et pour lesquels les services de renseignement qui se sont réorganisés pour gérer la crise du coronavirus annoncent ne pas avoir suffisamment de personnel pour pouvoir les suivre correctement. Donc, on doit également garder en mémoire le niveau de violence que connaissait la répression policière, et je ne dis pas les violences policières, je parle de niveau de répression des mouvements des Gilets jaunes, des derniers mouvements des Gilets jaunes, au même titre que le niveau de violence des ultra-jaunes, ce qu'on appelait les ultra-jaunes, et des Black Blocs. C'est-à-dire que ce niveau de violence, il y a de grandes chances que si jamais on devait retrouver des manifestations, on serait au moins au même niveau, et il n'y a pas de raison que le préfet Didier Lallement change de stratégie. Donc ce qui veut dire que si jamais il y a des manifestations, ça risque d'être violent. Donc politiquement, en début de crise, nos dirigeants ont initialement vu cette menace comme une opportunité à exploiter afin d'accélérer leur process, d'une part pour évincer donc, ces gilets jaunes, mais ce pouvoir dont ils ont hérité est vite devenu un bâton merdeux qu'ils ont essayé de surpasser de main en main. Ainsi, le Premier ministre, qui est le fusible tout désigné, mais c'est pas grave pour lui, il va retourner gérer la mairie du Havre et puis faire lobbyiste pour Areva. Le Premier ministre, dans ses décisions actuelles, refile ce bébé et ce bâton au maire, qui d'ailleurs, enfin au préfet, qui le donne au maire, qui le donne aux directrices d'école, qui reçoivent un pavé de 63 pages parfaitement inadapté et parfaitement inadaptable dans certaines circonscriptions, dans certaines écoles, et surtout qui n'ont pas envie de porter la responsabilité qui est après tout celle de l'État. Une directrice d'école n'a pas, juridiquement et pénalement, à porter cette responsabilité, au même titre que les entreprises à qui on demande de faire reprendre le travail, les dirigeants refusent la responsabilité pénale. Et donc le Sénat vient de voter des mesures, vient de prendre des mesures de façon à, pendant cette période d'urgence sanitaire, à enlever la responsabilité pénale des dirigeants, sauf erreurs, fautes et autres. Mais il a fallu que ça bouge, et il est intéressant, et il serait intéressant effectivement de regarder sur l'aspect sociologique, voire psychiatrique, comment cette passation de main en main du pouvoir, et comment ce pouvoir dont tout le monde rêve, se retrouve être en fin de compte un cadeau empoisonné. Donc voilà. Alors, on va imaginer les futurs possibles, et on va commencer par prendre le bon prisme. Et le bon prisme, ça pourrait être celui-ci.
Donc, il convient de constater tristement que certains braves gens ont fait 3 heures de queue pour s'offrir un McDo. Un McDo est certainement un semblant de liberté retrouvée, celle du consumérisme avilissant lors de l'ouverture des drives des fast-food. Donc, ce bon peuple lobotomisé depuis belle lurette et que le général de Gaulle désignait déjà par « Regardez-moi ces veaux », n'aurait pas eu de mots assez forts en lisant les titres du Parisien ici. Donc le même grand homme ne serait certainement pas passé à côté d'un petit calcul simple en se disant que 3 heures d'attente sur la base d'un salaire de 10 € de l'heure, eh bien ma foi, ça fait 30 €. On peut rajouter 5 € de carburant, on peut rajouter 30 € pour les 2 sandwichs, entre guillemets, pour les 2 enfants et les 2 parents dans la voiture, plus quelques taches de graisse sur les sièges, et on arrive à 65 €, soit un peu plus de 6 heures de travail. Eh bien, quand je compare 65 € pour manger un McDo ou 4 McDo et les 25 € ou 30 € même du prix du roast beef chez mon boucher de village, je me demande si effectivement les gens n'ont pas perdu un peu le sens des valeurs qui risquent d'être précieux dans les périodes à venir. Donc, il aurait également constaté que ces mêmes personnes, dont le pouvoir d'achat d'ailleurs est souvent évalué à l'échelle internationale en McDo, on dit qu'il faut 10 minutes de travail pour se payer un McDo dans tel pays ou 40 minutes dans tel autre, eh bien, ce sont bien restés des veaux qu'on a baladés depuis 40 ans avec une alternance gauche-droite, jusqu'à un espèce de coup d'État en disant « je vais renverser la table et on va se mettre en marche, mais surtout on va se mettre en marche sur place pour que rien ne bouge ». Eh bien, les Français ne s'y trompent pas puisque moins de 39% font confiance au gouvernement pour gérer cette crise, mais en revanche, ils sont tout autant à constater que les oppositions classiques ne feraient pas mieux. Donc oui, messieurs, les ultra-jaunes notamment, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement et jusqu'au bout de ses actions, car on peut se poser la question, où étiez-vous durant ces 40 dernières années, les dimanches des élections, ou lorsque ont été votées toutes les lois ultra-libérales qui sont passées? Un homme comme une société est la somme de ses décisions et de ses actes, donc en gros, on n'a que ce que l'on mérite. Mais vous allez pouvoir vous rattraper parce que, au vu de ce qui pourrait arriver, et encore une fois, je dis pourrait arriver, voilà ce qui pourrait nous attendre. Donc, un taux de chômage en sortie de crise qui pourrait tourner entre 25 et 30%. Les derniers chiffres de l'ex-COFAS, qui s'appelle Hermès maintenant, l'organisme d'assurance des crédits pour les entreprises, selon les scénarios, vont de 5 à 9 millions de chômeurs en France. Une baisse du pouvoir d'achat et indirectement des salaires, voire des pensions, des retraites et des traitements des fonctionnaires comme on a connu à Chypre ou en Grèce, dans le pire des cas. Une inflation évidente pour pouvoir lisser la dette. Un pouvoir d'achat qui va souffrir d'un effet ciseau. Effet ciseau avec une baisse des revenus et une augmentation des prix. Donc une augmentation des prix que l'on constate tous aujourd'hui en faisant nos courses ou du moins nos téléachats, qui est justifiée par les mesures de protection qui sont prises, par l'augmentation du prix du transport, ainsi de suite, mais on a rarement vu des prix qui ont augmenté, rebaissé. Donc en sortie de crise, je pense que on part vers de l'inflation, vers une hausse du coût de la vie avec une diminution des revenus. Donc, effectivement, ça va coincer à un moment. L'économie va souffrir, va probablement, excusez-moi, à chaque fois, c'est probablement souffrir d'un double effet. Un problème de demande, parce que les gens vont continuer à économiser, chat échaudé craint l'eau froide, et un problème d'offre puisqu'on ne va pas arriver à produire ou pas autant, ou bien ça va revenir plus cher et les matières premières vont augmenter. On pourrait également constater que les robots qui, eux, ne craignent que les virus informatiques,
mais c'est pas rien, puisque la prochaine guerre sera probablement cyber, et la prochaine pandémie sera probablement cyber. Je vous rappelle qu'il y a je ne sais plus combien de millions de données personnelles de Facebook qui sont en ce moment en vente sur Internet ou sur ce qu'on appelle le Darknet pour 500$. Et donc, on voit bien notre dépendance face aux GAFA, mais on voit bien que la place qu'a pris Internet dans nos vies, que ce soit pour télétravailler, que ce soit pour faire des apéros WhatsApp en ligne ou je ne sais quoi. Donc, l'économie, ou du moins le système économique, ne va pas pouvoir faire autrement que de se dire que des robots, ça peut travailler plus de 48 heures par semaine, ça peut ne pas manifester et ça peut augmenter la productivité. Donc ce qui va forcément générer, qui pourrait générer plus de chômage et donc alimenter la spirale. Par ailleurs, je pense que le télétravail, qui a fait ses preuves, alors pour certains dans des conditions particulièrement difficiles, avec les enfants en même temps à la maison, mais imaginez-vous en télétravail sans les enfants à la maison puisqu'ils sont à l'école qui aura repris, eh bien ma foi le télétravail va probablement rester un peu dans les mœurs, mais dans ce cas-là on peut se dire qu'avoir un télétravailleur qui est à 20 km juste pour lui économiser du temps de trajet et pour vendre les open space et réduire la taille des bureaux pour diminuer les loyers, peut pousser le raisonnement à se dire que mon salarié soit en télétravail à 20 km ou à 20 000 km, ça ne va pas changer grand-chose. Ça veut dire que des postes où le télétravail est possible vont se trouver en concurrence face à des pays moins 10 ans en masse salariale, et on va retomber sur ce que j'évoquais dans ce livre, à savoir que chacun pourrait devenir un auto-entrepreneur. Donc, tout ça pour en arriver à la conclusion que la préoccupation première d'une bonne partie des Français va probablement être d'assurer le premier étage et le deuxième étage de la pyramide de Maslow, à savoir les besoins primaires, se nourrir, se loger et assurer sa sécurité. Sécurité qui sera certainement un des problèmes majeurs dans les années à venir. Donc, jusqu'à présent, on connaissait trois façons de sortir d'une crise économique et de la dette. Il y avait l'inflation qui permettait de lisser la dette dans le temps. Il y avait le défaut de paiement. La France a déjà fait défaut de paiement plusieurs fois, mais c'est difficile de faire défaut de paiement quand on va être le mois suivant obligé de demander à ses prêteurs à nouveau de l'argent, ne serait-ce que pour payer ses frais de fonctionnement. Et puis, il y avait la guerre. Et quand on regarde bien, effectivement, beaucoup de crises économiques ont débouché sur la guerre, où la guerre a généré du développement économique, notamment pour les États-Unis, sur les deux dernières. Mais là, nos brillants cerveaux viennent d'inventer un nouvel outil non conventionnel qu'ils appellent tout simplement la dette éternelle. Alors, c'est quoi la dette éternelle ? Comme son nom l'indique, c'est la dette qu'on ne remboursera jamais. Alors, ça a été proposé par les Espagnols et évidemment, ça a été applaudi immédiatement par les grands financiers, dont George Soros, qui finance tous les mouvements mondialistes en tête. Et donc, si il s'agit d'une dette qu'on ne remboursera pas, en gros, ça ne change pas grand-chose, puisque aujourd'hui, quand on fait rouler la dette, c'est-à-dire que quand on réemprunte pour rembourser la dette qui arrive à terme, on n'a fait que payer des intérêts, on n'a pas remboursé le moindre centime de capital, surtout quand on a 3% de déficit par an. Donc de toute façon, nos dettes actuelles sont déjà des dettes perpétuelles. Donc appeler un chat et une dette qu'on ne remboursera pas une dette perpétuelle, ça ne me gêne pas sur le fond. Ce qui me gêne, c'est qu'on n'ose pas dire que globalement, ça revient à appeler ça de l'esclavage moderne. Parce que il y a deux raisons. D'abord, celui qui emprunte reste le débiteur de celui qui a prêté. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et ensuite, ça me pose un autre problème, c'est qu'il suffit d'augmenter les taux d'intérêt pour resserrer un petit peu le collier du métayer. C'est-à-dire que les pays seront totalement dépendants
et les pays, donc les gouvernements, mais on voit bien vers quoi on va, c'est-à-dire un gouvernement mondial pour régler des problèmes mondiaux, eh bien, il suffira d'augmenter un peu le taux d'intérêt pour que les gens soient obligés de travailler plus, de demander moins, et ainsi de suite. Et cette mesure est à mettre en parallèle avec le fait que, comme je le disais, toutes les crises économiques ont quasiment débouché sur des guerres contemporaines, du moins, et on ne peut pas s'empêcher de mettre ça en parallèle avec l'augmentation des budgets militaires qui n'ont jamais été aussi importants dans le monde depuis la fin de la guerre froide. Donc cette année, on en est en budget militaire à 1917 milliards de dollars, je pense. Je ne sais même pas si c'est des dollars ou des euros, mais peu importe. 1917 milliards de dollars. Avec ça, on en sort des doses de vaccins. On sort de la famine, tous les gamins qui mouraient de faim avant cette épidémie et qui seront probablement plus nombreux après cette épidémie, malheureusement. Et donc, on peut voir, et je ne rentre pas dans le divin et encore moins dans le religieux, mais on peut voir dans cette épidémie une punition divine, donc non pas au sens religieux, mais au sens sociétal. Et puis, on peut prendre le problème dans l'autre sens et se dire, ok, le PIB chute. Et alors, ça veut dire quoi? Une baisse de 8% du PIB. En gros, ça veut simplement dire que les échanges monétarisés ont fortement baissé, mais ça ne prend pas en compte toute la valeur ajoutée qui a été créée à côté, notamment les échanges humains, et, comme on l'a vu durant cette crise, les initiatives personnelles, le bénévolat, et tout ça, ce n'est pas mesuré par le PIB. Donc, alors, cette crise qui a échelonné cette crise dont on a échelonné le déconfinement, est-ce qu'elle sera jaune ou est-ce qu'elle ne sera pas jaune? Eh bien, les ex-renseignements généraux, qui s'appellent maintenant peu importe, craignent qu'elle soit pour le moins agitée et ont dû être écoutées puisque le gouvernement vient de lancer un appel d'offres de 3,5 millions d'euros pour 650 mini-drones. Alors, mini-drones qui peuvent être destinés au profit de la police et de la gendarmerie, évidemment, qui peuvent être destinés aussi bien pour surveiller le confinement que pour surveiller une manifestation. D'ailleurs, cet achat des mini-drones a été attaqué en justice par des associations et cet appel d'offres des mini-drones est également accompagné. En gros, le ministère de l'Intérieur a refait le plein de LBD et de gaz lacrymogène. Donc, on y voit également que j'avais utilisé cette diapo dans une des vidéos précédentes. Effectivement, sur les réseaux sociaux, on voit bien que non seulement l'ancienne pilule n'a toujours pas été digérée, mais qu'il y a une haine de revanche qui est clairement affichée et un rendez-vous qui est pris sur le thème « On n'oubliera pas, il faudra payer le jour du grand soir ». Donc, est-ce que les deux saisons du feuilleton des Gilets jaunes seront-elles cumulatives? Certes, la médiocrité et les mensonges du gouvernement durant cette crise n'a pas renforcé leur image et a probablement exacerbé certains, mais on peut également se dire que pour d'autres, cette crise va les effrayer et ils préféreront un ordre établi, même imparfait, et la soumission à ce que De Gaulle, encore une fois, appelait la chienlit. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que la rupture entre le peuple et ses élites est largement consommée. Et ce, au-delà des plats de homard largement consommés à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, une grande partie de cette réponse à la question « est-ce que la rentrée et le déconfinement sera jaune ou pas ?» eh bien, va dépendre de la capacité du mouvement à structurer et à fédérer une large base, même passive, mais une large base de soutien qui est nécessaire à tout renversement. On pourrait espérer que
ce mouvement, entre guillemets, des Gilets jaunes, ou qu'un des leaders qui pourraient émerger des Gilets jaunes ait lu et profité de ce confinement pour lire un peu, que ce soit Hayek, que ce soit Max Weber, confinement. Mais on aurait pu imaginer qu'au lieu de lire ce livre, qui est somme toute un très bon livre, ils aient pris le temps de lire celui-ci. Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout petit et sans armes. Ça, plus la psychologie des foules de Gustave Le Bon, et ils ont la réponse. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur le fait que depuis 40 ans, 50 ans même, on a habitué les gens à ce que tout tombe tout cuit du ciel, et le ciel en l'occurrence c'est l'État, le gouvernement, la collectivité. Donc ainsi, on aurait le droit au travail, on aurait le droit au logement, on aurait des droits, mais aucun devoir et ni responsabilité vis-à-vis de soi-même, et encore moins vis-à-vis du collectif, sous prétexte qu'en haut de l'échelle, ils sont tous pourris, ce qui est peut-être vrai, mais certainement pas totalement vrai. Ils ne se goinfrent pas tous de homard, et on peut se poser la question de s'il est légitime de critiquer quand on n'a rien fait depuis 50 ans pour que ça change. Emmanuel Macron, notre président, a été élu avec 18% des inscrits au premier tour. Donc on peut se poser la question, effectivement, quelle légitimité, surtout quand les strates inférieures de l'État, donc du pouvoir, sont dorénavant élus en même temps, donc dans le même courant de pensée, contrairement à ce qu'avait prévu la Constitution de la Ve République, c'est-à-dire les élections législatives ne tombaient pas juste derrière les présidentielles, pour éviter justement ce quasi-pouvoir total. Et donc, les strates qui sont composées aujourd'hui de 3 types d'élus. Il y a les professionnels de la politique, qui sont aujourd'hui non pas dans la lutte des classes, mais dans la lutte pour les places. Il y a les reclassés des autres élections, qu'ils ont perdu ou bien que leur rang social ou de loge ne leur donne pas accès. Et puis, il y a les engagés, les vrais, pour un territoire, pour une cause, pour le service de la collectivité. Et il y en reste beaucoup, et notamment des maires, des députés qui se battent au quotidien, avec le poids des responsabilités qu'on a évoquées tout à l'heure. Et malheureusement, même si on croyait qu'on allait se mettre en marche, eh bien, rien n'a changé de ce côté. Je pense qu'aujourd'hui, on a toujours une assemblée Godillot, même s'il y a quelques députés qui reconnaissent avoir été bernés et qui quittent le navire. Un exemple, juste pour imager ça, dans l'Essonne, la commune, le fief d'Emmanuel Valls, 77 500 électeurs, et il a été élu avec 6400 voix, donc moins de 8%. Et donc il est difficile, quand quelqu'un est élu avec 8%, d'aller lui reprocher de prendre des décisions qui ne conviennent pas. Et puis, de toute façon, si on est dans une logique de changement, il y a une règle qui est immuable, c'est qu'on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Maintenant, à nous d'inventer autre chose. Il y a un deuxième point qui était le sujet un peu de cette vidéo que je voudrais aborder. Et en repartant d'une phrase d'Edgar Morin, la somme est plus, le tout est plus que la somme des parties. Il y a une autre problématique qui pointe son nez, qui est la crise économique plus la spéculation plus la crise sanitaire, qui a mis un tas de gens, je dirais, à l'arrêt, pourrait générer une famine mondiale. Ça paraît un peu gros et ça paraît un peu osé de dire ça, mais ma foi, à un moment, faut oser prendre date et s'affirmer. Et donc, certes, peut-être pour des raisons spéculatives, mais pas que, je pense, parce que on peut penser ce que l'on veut du président russe, mais c'est un stratège, lui, et c'est un stratège qui voit à long terme dans la mesure où il n'a pas trop de soucis à se faire pour sa réélection. Et donc la Russie vient d'interdire les exportations de blé.
pendant que la France est en train de brader le sien, un peu comme Nicolas Sarkozy avait bradé un quart de l'or de la France à un prix dérisoire par rapport à ce que ça vaut maintenant. Et donc, on peut se dire que ce blé, c'est ce qui sert à faire des pâtes et un tas d'aliments de première nécessité. Et donc, on pourrait imaginer que d'abord, pour le transformer, il faut des usines, et des usines qui tournent avec des bras, donc des salariés qui ont repris le travail au bon moment. Et puis, on peut se dire également que si jamais on a une pénurie de blé, alors naturelle ou artificielle, la règle de l'offre et de la demande va faire que les prix vont monter. Et donc, si le prix du blé monte, d'ailleurs, avis aux spéculateurs ou à ceux qui font du trading, mais si le prix des matières premières alimentaires monte, forcément, le prix au supermarché des aliments à consommer va augmenter. Et là, une fois de plus, on alimente la spirale avec inflation, baisse du pouvoir d'achat et donc mouvements sociaux. Et je disais crise alimentaire mondiale parce qu'en Afrique, malheureusement, cette année, les criquets ont été particulièrement destructeurs. Donc, mais il n'y a pas besoin de se projeter aussi loin puisque dès à présent, notamment en Seine-Saint-Denis, le préfet, donc quand même préfet, qui ose dire, comme certains élus, qui osent dire dès à présent, chez nous, les émeutes de la faim sont à craindre à la fin du confinement. Ce sont des termes employés par le préfet de Seine-Saint-Denis, Georges-François Leclerc, le mardi 22 avril. Donc, aujourd'hui, tant le préfet que certains élus, que certains fonctionnaires de police constatent qu'effectivement, en Seine-Saint-Denis, on a des risques de famine. On est quand même en 2020, 5e ou 6e puissance mondiale, paraît-il. Et encore une fois, c'est comme le PIB, ça dépend à quoi ça sert d'être 5e ou 6e puissance mondiale et comment c'est calculé. Ça ramène tout naturellement au fossé qu'il y a, enfin qu'on mesure entre les marchés financiers qui alimentaient en partie les doléances des Gilets jaunes et la situation économique réelle qui ne va pas s'arranger. Un des grands investisseurs, qui s'appelle Warren Buffett, a perdu 40 milliards, mais rassurez-vous, il lui en reste 134. Il a perdu 40 milliards de dollars, tout simplement parce qu'il a pris ses pertes en vendant les actions qu'il détenait de 4 compagnies aériennes américaines, les 4 plus importantes. Donc il a décidé, et il a accepté de perdre 40 milliards, alors pas que sur cette opération, mais il a pris conscience, et notamment à partir d'une vidéo qui tourne sur YouTube en ce moment, et qui projette en 3D, qui simule en 3D la projection de postillons quand une personne éternue dans l'avion. Et donc, à partir de là, on ne peut pas faire autrement que d'imaginer que l'avion low cost, à bas prix, et pour aller passer un week-end à Lisbonne ou à Madrid, cette crise ne va pas avoir un impact. Donc, à côté de ça, le pauvre Warren Buffett qui a perdu 40 milliards, il y en a un autre, les actions Amazon sont en hausse de plus de 30%, donc ça va également alimenter la rumeur. Donc les actions Amazon en hausse de plus de 30% depuis le début de l'année, et les prévisionnistes imaginent que la valorisation pourrait être de 1450 milliards de dollars, Amazon 1450 milliards de dollars, soit l'équivalent de ce que vaut le CAC 40 aujourd'hui. C'est-à-dire que cette entreprise pourrait être valorisée autant que que les 40 premières entreprises françaises. Ça demande à réfléchir. Mais je pense qu'effectivement, les marchés financiers s'en tireront mieux que l'économie réelle. Et juste pour rappel, d'une de mes dernières conférences, et depuis ça n'a pas changé, sur le SP500, l'indice américain, le critère technique qui pourrait dire qu'on vient de rentrer dans un marché baissier n'est toujours pas arrivé. On n'a pas rompu ce qu'on appelle le seuil, et donc, officiellement et techniquement, et uniquement techniquement, les marchés financiers sont toujours dans un trend haussier. Mais ce trend haussier, quand on l'analyse, et encore une fois, je ne fais pas du hors-sujet là, mais quand on analyse ce trend haussier, il est porté
par ce qu'on appelle la nouvelle économie, au détriment effectivement de la valorisation des compagnies aériennes et des autres. Le problème, c'est que les compagnies aériennes, ça générait de l'emploi, tant pour construire les avions, qui vont rester sur les bras des constructeurs, que pour les faire voler. Et donc, on revient encore au problème du chômage et donc à cette spirale. Par contre, le risque, en comparant ça, c'est de se tromper d'ennemi, une fois de plus, et donc accuser Amazon de faire son job, c'est quelque part dédouaner nos élus, qui sont quand même payés pour ça, les dédouaner d'avoir été incapables, et encore plus à l'échelle européenne, d'imposer à Amazon de payer les impôts là où ils gagnent l'argent. Tout simplement. Et donc, Amazon, son job, c'est de gagner de l'argent. Alors, c'est éthique, ça l'est pas, mais c'est comme ça. Par contre, celui de nos élus, c'était de faire en sorte qu'ils payent des impôts et qu'ils contribuent au fonctionnement des hôpitaux, des services d'urgence et autres. Et ce n'est pas les quelques actions dites philanthropiques de Bill Gates qui peuvent faire oublier cette faute punissable, à mes yeux, de nos élus. C'est la même chose qu'aujourd'hui, le mouvement que l'on constate depuis 2 jours, qui consiste à accuser les grandes surfaces de vendre des masques. Les grandes surfaces, leur boulot, c'est d'acheter des produits et de vendre des masques et d'utiliser pour ça, d'une part, leurs équipements, les magasins, et d'autre part, leurs services d'approvisionnement. Mais en accusant les grandes surfaces, une fois de plus, on cautionne ou on oublie que le premier responsable, c'est quand même l'État et les différents gouvernements à suivre. Ce n'est pas le dernier Macron démission, c'est un slogan qui n'a aucun sens. Parce que le problème, ce n'est pas le gouvernement actuel, c'est tous ceux que l'on a eus depuis des années, mais qu'on a eus parce qu'encore une fois, soit on ne s'est pas déplacé pour aller voter, soit on a admis par confort intellectuel ce qui nous était proposé. Donc, voilà comment je vois les choses. Ça, c'est de l'analyse des faits. Et maintenant, je vais me permettre non pas des conseils, mais loin s'en faut, je ne donne pas de conseils. Je donne un avis qui est personnel, mais je ne donne pas de conseils. Voilà pourquoi je pense possible, ce qui est différent de probable ou même de certain, des mouvements insurrectionnels en juin avec des blocages, des grèves et un bordel généralisé, et une crise alimentaire d'une part mondiale, mais également nationale, avec certainement des mesures d'aide à prendre, et ce, avec ou sans deuxième, voire troisième vague de cette saloperie dont on découvre tous les jours des conséquences et des risques nouveaux. Donc, conclusion, sur une note un petit peu optimiste. Déjà, conclusion à ces deux prévisions. Gardez votre niveau de stock alimentaire au niveau haut, parce que, encore une fois, quand les choses arrivent, elles arrivent rapidement. Et éventuellement, préparez-vous cette fois-ci à rejoindre votre base de repli, si vous en avez une, que ce soit en province ou ailleurs. Préparez-vous à la rejoindre avant la mise en place d'un éventuel couvre-feu ou qu'on appellera peut-être encore confinement en fonction du degré de totalitarisme qu'on aura franchi. Mais heureusement, bien souvent, quand tout le monde pense la même chose et quand les choses sont aussi logiques que celles que je viens de vous présenter, eh bien, c'est souvent qu'on est dans le mauvais sens parce qu'il y a des effets cachés qu'on ne prend pas en compte et qui mériteraient de l'être. C'est des espèces de ressorts de rappel, ou bien un peu comme les courants de Foucault qui font que, au dernier moment, ce qui paraissait probable et prévisible ne l'est plus, et puis on change de direction. Quand je dis vous, quand je m'exprime, c'est parce que me concernant, je ne me révolterai pas. Je vais plutôt m'adapter au monde d'après, qui, au moins pour les évidences, je vais m'adapter aux évidences du monde d'après. Je vous ai parlé du transport aérien, je vous ai parlé des futurs auto-entrepreneurs nomades.
encore une fois, osez ne pas perdre votre vie à essayer de la gagner. Ça devrait être votre fil rouge, je dirais, pour préparer la suite. Et oui, le monde va changer. Cette crise du coronavirus, de par sa profondeur, elle est certes, comme toute crise, déclencheur, catalyseur, accélérateur de mouvements de fond qu'on n'avait pas forcément vus, des signaux faibles, des signes noirs, selon Nicolas Taleb. Mais je pense que sa profondeur nous oblige à prendre en compte le bouleversement sociétal et civilisationnel que nous vivons. Donc, pour cela, il faut penser le monde de demain en se projetant, mais on est obligé de le penser avec les éléments d'aujourd'hui, mais sans utiliser les filtres et les modèles, les mindsets, les modes de pensée du moment venu, puisque par défaut, ils deviennent obsolètes et voire dangereux. Imaginer le futur comme la projection du présent plus loin, c'est une erreur. Enfin, excusez-moi, à mes yeux, c'est une erreur, et c'est une erreur qui peut être dangereuse. Qui peut être dangereuse parce que ce que l'on croit savoir est bien plus dangereux que ce que l'on ne sait pas. Par contre, la préparation, la souplesse, l'adaptabilité resteront des facteurs clés non pas de succès cette fois-ci, mais potentiellement de survie. Donc, certes, je comprends que ça puisse être douloureux à comprendre pour nos enfants, mais le monde et la France se sont particulièrement enrichis depuis 50 ans. Quoi qu'on en dise, le niveau de vie a globalement augmenté, même si ça s'est fait de façon disparate et inégalitaire. Les épidémies, en dehors de celles-ci, mais quand on pense à la polio et autres, ont baissé. Et d'ailleurs, cette crise génère un grave problème, c'est notamment en Afrique. Alors en Occident, on avait déjà certains mouvements anti-vaccins qui oubliaient que la rougeole avait quasiment disparu et potentiellement peut revenir faire des ravages. Mais cette crise du coronavirus et les confinements qu'elle a entraînés ont mis fin à des programmes de vaccination en Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, on est en train de générer de futurs enfants handicapés par la polio, faute de vaccins. Certes, les vaccins, comme l'a très bien dit et très bien expliqué Thierry Charrier, vont être utilisés pour mettre des microtraceurs biologiques, mais les vaccins, aujourd'hui, ça sauve. Alors, Big Pharma, tout ce que vous voulez, mais aujourd'hui, la rougeole, le BCG et ainsi de suite, ça reste à mes yeux indispensable. Donc, il est difficile pour nos enfants d'imaginer que notre génération a bénéficié de 50 ans de croissance et que maintenant, cette croissance illimitée, y compris en puisant dans les réserves de la Terre, telles qu'elle imagine les fondements même du capitalisme, eh bien, potentiellement, c'est terminé, il va falloir réinventer autre chose. Mais le futur ne sera que ce que nous voudrons bien en faire et que ce que nous aurons la volonté d'en faire. Encore une fois, derrière la colline, c'est pas forcément l'horreur, c'est simplement l'inconnu. Alors l'inconnu, ça déstabilise, ça effraie un peu, et tout à l'heure je vous passerai une petite vidéo. Je pense qu'il faut être capable de prendre du recul. Malheureusement, on pourrait imaginer, alors nos élus, tout un tas de penseurs qui en ce moment tournent à tour de bras sur les plateaux TV nous disent le monde d'après sera totalement différent du monde d'avant. Ouais, ce sera différent, mais il n'y a que le changement qui est constant. Et le changement, il y a les ruptures et puis il y a les évolutions. Je crois plus aux évolutions qu'aux ruptures et je ne pense pas que d'une part l'avidité et la cupidité humaine diminuent à un tel point qu'on aille vers un monde idéal, fraternel, généreux et autres. Les mêmes causes produisent les mêmes effets et Houellebecq, qui est quand même quelqu'un qui ose et qui dit et qui imagine. Hier, Houellebecq disait que le monde d'après sera comme celui d'avant, mais juste un peu plus dur, un peu plus moche et un peu plus violent.
J'irai pas jusque-là et pour moi, être et rester optimiste, c'est pas de la béatitude de simplet, c'est pas de la crédulité, mais c'est protéger son équilibre physiologique et psychologique. C'est être résilient, c'est être apprenant, c'est être réactif, c'est être contournant, et puis c'est être adaptable. Mais ça, ce sont des conditions, cette évolution quasi darwinienne de la société et donc de notre personnalité, sont des évolutions et des process qui se préparent et qui se préparent notamment dans la tête. On a moins peur de ce que l'on connaît, on est moins surpris de ce que l'on a un peu anticipé, mais pour que ce monde évolue dans le bon sens et que vous, moi, individuellement, évoluons dans le bon sens, il faut posséder pour cela des bases éthiques d'humanisme et donc des valeurs pour ne pas devenir un loup parmi les loups. Et en tant que parents et grands-parents, je pense que c'est aujourd'hui la richesse que nous devons transmettre à nos enfants, c'est-à-dire des valeurs éthiques, de l'humanisme. Oui, la réponse, elle va être individuelle, et la réponse collective sera bien la somme des réponses individuelles, et l'éthique collective sera la somme des éthiques individuelles. Donc, ce que l'on doit transmettre à nos enfants, c'est cette adaptabilité, cette capacité à innover, cette capacité à évoluer, mais encore une fois, sur des fondements sains. Et comme dans une personne, comme dans une chose, comme dans une chose, comme dans une personne et dans un groupe de personnes, une chose et son contraire peuvent cohabiter. Nous pouvons nous attendre tant à plus de protectionnisme, mais plus de conteneurs sur les océans. Nous pouvons nous attendre à moins de liberté individuelle et plus de totalitarisme, mais également plus d'initiatives individuelles ou locales. Mais rassurez-vous, parce que si vous avez l'impression que ce discours peut paraître individualiste, en réalité, il ne l'est pas. Parce qu'encore une fois, le changement collectif, ce n'est pas un gros truc qu'on va bouger d'un seul coup. Ça va être plein de petites fourmis qui vont faire en sorte que ça bouge. Et donc, quoi que vous en pensiez, même si vous évoluez tout seul dans votre coin ou dans votre premier cercle, eh bien, ma foi, vous contribuerez à l'évolution et au changement collectif. Donc, le problème de ma démocratie n'est pas la désobéissance civique, mais justement l'obéissance aveugle. J'ai publié il y a 2-3 ans sur le Café du Commerce du site Zenlist, j'ai publié un papier qui s'appelait « Du devoir de désobéissance économique et entrepreneuriale ». Rien ne nous oblige à obéir à des ordres idiots. Une fois de plus, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous au plus vite pour la suite, à savoir à qui profite ce crime, ou du moins cette situation, et dans quel but. Et en attendant, pour clôturer, je laisse la parole à Thierry Charrier, qui va conclure sur une note un peu optimiste et un peu personnelle. Merci et à bientôt. Le premier axe, c'est sortir d'un collectif qui vous absorbe. Essayez d'être critique, essayez d'être vigilant, essayez de remettre en cause. Essayez d'être un sale gosse subversif, pourquoi pas? Pas subversif surtout, mais n'écoutez pas tout ce que l'on vous dit, vous baignez pas dedans, arrêtez d'être avec ce sensationnalisme théâtral débile. Prenez un peu de recul, soyez vigilant avec l'information, essayez d'être libre. Vous entendez des choses, mais ne vous laissez pas colorer, imbiber, contaminer par toutes ces choses. Voilà, ça c'est la première chose, c'est l'entrée en matière de ce premier axe où toutes les valeurs viennent de l'extérieur.